Salut chers tous, j'espère que vous allez très bien. Je tiens à vous souhaiter le bienvenu sur notre webinaire sur le métier euh, d'administrateur système et réseau. Et ceci sera un moment de partage très enrichissant parce que nous allons parler de la problématique sur la gestion des systèmes informatiques et des systèmes d'information. Et les administrateurs systèmes qui sont déjà dans différentes entreprises également vont pouvoir rencontrer beaucoup d'experts dans le groupe, etc. Mais notre invité ce soir, notre invité aujourd'hui, c'est l'ingénieur Bethany Kendwa. Pour ceux qui ne les connaissent pas, l'ingénieur Bethany Kendwa est un expert informaticien qui actuellement séjourne aux États-Unis et il va nous partager son expérience. C'est notre invité spécial d'aujourd'hui. Il va nous partager son expérience. Il va nous parler des différentes technologies qu'eux utilisent là-bas aux États-Unis. Il va également passer en pratique, nous donner quelques outils de gestion de parcs informatiques. Et également, pour rappel, l'ingénieur Bethany Kendwa est certifié Cisco CCNA, également Linux, CompTIA N+, et A+. Et également, il est professionnel, ingénieur professionnel dans le domaine d'informatique. Et également, actuellement, il est aussi assistant à l'ISIPA, bien qu'il est aux États-Unis, mais il donne des cours en ligne dans différentes universités de la place ici à Kinshasa. Voilà. Moi, c'est M. Christian, comme vous le savez. Je suis manager de Shady Corporation. Shady Corporation, qui est un bureau d'études spécialisé dans le domaine des sécurités informatiques et cybersécurité, créé aux États-Unis depuis 2012 et puis étendu ici en RDC. Et donc, c'est vraiment dans ces cadres-là qu'on va ouvrir. Sans plus tarder, je vais inviter monsieur l'ingénieur Bethany Kendwa également de se présenter encore une fois de plus et nous donner la vision et les objectifs de ce webinaire. Merci. OK, merci beaucoup, Shady. Et bonjour à tous. Je crois bon après-midi pour ceux qui sont au Congo et bonjour pour ceux qui sont connectés depuis les États-Unis avec moi ici. Alors, je crois que Shady m'a présenté. C'est ce qui a été dit, c'est l'essentiel, avoir donné mon nom. Et je vais directement commencer et poursuivre ce qui nous réunit en ces jours. Alors, le thème qu'on s'est résolu partager en ces jours avec Shady Corporation, c'est le métier d'administrateur système et réseau. Donc, le métier d'administrateur système et réseau. La manière dont nous allons évoluer, je vais exposer et après, si vous avez des questions, juste à la fin de l'exposé, on va prendre un moment pour répondre aux différentes questions. Donc, pour le moment, je vais juste exposer et après, on va prendre vos questions à la fin. Alors, et à tout moment, s'il y a un souci, vous n'entendez pas, vous pouvez toujours envoyer, l'écrire sur le chat. Et je vois quelqu'un dire qu'il voit, mais ne m'entend pas. Je ne sais pas si c'est seulement lui ou toute autre personne a le même problème. Shady, tu peux me confirmer que vous m'entendez? Moi, j'entends très bien. Il n'y a pas de problème de mon côté. OK, Qu'il essaie alors. un peu d'activer, qu'il essaie un peu de cliquer sur les symboles. Si il est sur smartphone, oui, il dit qu'il capte. Ça va. OK, d'accord, merci. Alors, Il confirme. OK. On a juste quelques temps et alors on va avancer et partager rapidement ce qui a été prévu en ce jour. Le métier d'administrateur système et réseau. Alors, comme Shady le disait, mon nom c'est Bethany Kendwa. Pour le moment, je travaille comme Professional Service Engineer dans une MSP ici à Dallas.
Fort Worth. Alors, qu'est-ce que je suis en train de poursuivre ou avec Shadi Corporation, nous poursuivons ici? Je crois au niveau des affiches, vous avez vu tous les éléments que nous allons essayer d'aborder, mais je le résume en ces 3 objectifs. Premièrement, nous sommes juste en train de vouloir à la fin que tout un chacun comprenne d'où vient le rôle d'administrateur système et réseau, c'est-à-dire le passé de cette fonction, le présent, où est-ce que nous en sommes, c'est-à-dire l'état de l'art de responsabilité d'administrateur système et réseau, et enfin, quel est le futur de ces rôles d'administrateur système et réseau. Dépendamment du pays où on se trouve, dépendamment de la zone où on se trouve, le passé de ce rôle dans certains endroits peut être le futur pour d'autres endroits, tout comme le présent de ces rôles dans d'autres endroits peut aussi être le futur pour d'autres. Mais je me dis qu'il est simplement important, en ce qui nous concerne tous, en tant que professionnels dans le IT, de mieux comprendre l'état de l'art. Parce que parmi nous, il y a ceux qui sont déjà professionnels dans le monde d'IT. Il y a d'autres peut-être qui sont dans différents domaines et qui veulent embrasser d'autres domaines. Je me dis souvent que celui qui ne sait pas où il ne va jamais arriver. C'est-à-dire, lorsque tu ne comprends pas c'est quoi les rouages, c'est quoi les éléments qui sont autour de ce que tu veux apprendre ou encore faire comme étude, tu es bien parti pour te perdre. Et nous sommes tous conscients de l'évolution informatique. Tu peux aujourd'hui passer ton investissement et ton temps peut-être à apprendre ou à faire des études dans un domaine qui est déjà en voie presque de disparition. Mais aussi, tu peux aussi avoir eu l'expérience pendant plusieurs années. Je l'ai vu plusieurs fois ici aux États-Unis. Il y a des gens, tu avais 10 ans, 15 ans d'expérience en IT, mais le fait que beaucoup de choses basculent dans les clouds, quelqu'un qui va faire une formation de 6 mois à AWS, Amazon ou encore à Azure, Microsoft, du coup, il se retrouve commencer sa carrière et avoir un salaire de loin élevé peut-être que toi qui as une expérience de longue date parce que tu n'as pas simplement compris l'état de l'art de ton métier. Donc, c'est ce que nous serons en train de partager un peu ici. Question pour nous tous d'avoir une idée sur d'où cette responsabilité vient et où nous sommes en train d'aller. Alors, je crois que tout le monde est en train de voir les diapositives parce que c'est par là que nous sommes en train de partir. J'aime dire que l'informatique, c'est d'abord les applications. Oui, ça peut choquer certains d'entre nous qui ne sont pas des développeurs, qui ne sont pas dans les métiers peut-être de déployer les applications, mais c'est ça la triste vérité. L'informatique, c'est avant tout et c'est d'abord les applications. Ce que nous autres qui sommes du côté infrastructure faisons, c'est juste pour apporter le support à ces applications qui sont déployées ou qui sont implémentées. Mais l'informatique, c'est d'abord les applications. Alors, je vais l'éclairer avec juste quelques applications que j'ai mis là sur place. Et vous allez comprendre comment ça fonctionne, comment ça s'est fait que l'informatique soit d'abord les applications et qu'après, nous qui sommes dans l'infrastructure, comment nous sommes rentrés en G. Vous serez d'accord avec moi que je prends cette application à gauche au top qui s'appelle WatchGuard, par exemple. Dans plusieurs pays, on s'est dit, bon, avec tout ce qu'il y a comme difficulté, bavure des policiers, on s'est dit, OK, désormais, tout policier qui veut arrêter quelqu'un doit avoir une caméra sur lui, doit avoir une caméra dans sa voiture et tout policier qui veut faire une intervention doit avoir une caméra, ils appellent ça bodycam, juste pour prendre les évidences de ce qui s'est passé, filmer, avoir les sons, parce que lorsqu'il va porter plainte contre quelqu'un, il a besoin de preuves et ce sont ces caméras qui vont le couvrir. Ça, c'est une loi qui est sortie dans plusieurs pays. Et ceux qui font les applications en profitent
propose des applications comme celui-ci, WatchGuard pour les policiers, les départements de la police. Alors, vous comprenez que la police qui a pour vocation protéger et sécuriser les gens se retrouve du coup obligée d'utiliser WatchGuard. Parce que sans WatchGuard, elle ne saura pas, la police, justement, prouver ses interventions ou les interventions de ses agents sur le terrain. Vous prenez par exemple une application comme NextGen. NextGen, c'est une grande application qui est utilisée dans les hôpitaux afin de suivre l'état de santé, les rapports, tout ce qui se passe par rapport aux malades. Et cela permet justement de faire après le partage des informations entre un malade et un autre. Alors, je suis un hôpital. Ma vocation, c'est de soigner les malades et faire toute autre chose. Mais je me rends compte que je ne sais plus faire mon travail si je n'ai pas NextGen. Et du coup, ça rentre dans mon entreprise. Et pour la gestion financière, la gestion de la comptabilité dans mon entreprise, je me vois être obligé d'utiliser QuickBooks, par exemple. Et ma messagerie, je vais sur Exchange et puis Digium. Du coup, je suis une entreprise, je me retrouve dans un contexte où je ne sais plus faire mon travail sans les outils informatiques. Et c'est comme ça que, comme on le sait tous, le service informatique se sont retrouvés dans les entreprises. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, je suis un hôpital, je suis obligé d'utiliser NextGen pour la gestion de mes patients et le partage des informations médicales avec d'autres hôpitaux de façon sécurisée en suivant la norme HIPAA, par exemple, qui est une norme imposée pour les hôpitaux. Et lorsque j'acquiers en tant qu'hôpital ces outils ne vont pas fonctionner d'eux-mêmes et ce ne sont pas non plus les infirmiers ou encore les docteurs qui vont les manipuler. Voilà pourquoi beaucoup d'entreprises, avec l'informatisation, s'étaient retrouvées obligées d'avoir des services informatiques au sein de leurs entreprises. Ce qui était une très bonne chose parce que le personnel informatique en entreprise prenait, n'est-ce pas, en compte le fonctionnement du système informatique afin de permettre que l'hôpital l'hôpital ou encore l'entreprise puisse facilement atteindre ses objectifs en utilisant les outils informatiques. Et c'est comme ça que le métier a été créé pour nous. C'est comme ça que le métier a été créé pour nous. Et du coup, on s'est retrouvé commencer à intégrer les entreprises. Mais avec cette évolution-là, tout le monde s'est dit il faut l'industrialisation, il faut l'informatisation des entreprises. L'informatique a commencé à occuper une importante place ou encore une place de choix dans la majorité des entreprises. Aujourd'hui, dans plusieurs pays un peu déjà avancés, sans informatique, on sait voir et comprendre que, quelle que soit l'entreprise, rien ne va fonctionner. Et du coup, les entreprises ont commencé à recruter les personnels informatiques. C'est comme ça que les informaticiens ont commencé à prendre part et place dans les différentes entreprises. Maintenant, l'administrateur réseau et système se retrouve être parmi ces personnels qui devraient se retrouver aussi dans les entreprises lorsque les entreprises ont décidé de commencer à embrasser et à utiliser les outils informatiques. Vous ne me verrez pas tout au long de ces webinaires définir ce qu'est un administrateur système et réseau. Pourquoi? Parce que c'est une fonction ou un rôle qui dépend d'une entreprise à une autre et aussi qui dépend d'un pays à un autre. Vous verrez rarement un standard qui définit qui est un administrateur système et réseau. Pourquoi? Parce que ça dépend de la mission et de la vision de l'entreprise. Et tout dépend de la description même de l'emploi. Vous allez voir dans des pays comme ici, où je suis aux États-Unis, ça sera rare de voir des postes système admin ou network admin. Ça sera rare. On vous parlera des professionnels service engineer, on vous parlera parfois de desktop engineer, desktop support. Et tous ces administrateurs-là, ils n'ont pas tous la même base de connaissances.
vous allez voir quelqu'un qui est expert sur Linux, qu'on qualifie d'administrateur système. Il ne sait pas toucher les Windows. Il y a quelqu'un qui est expert sur Windows, on le qualifie d'administrateur système Windows. Il y a d'autres qui font et les Windows, et les Linux, et le réseau. Donc, c'est un peu vaste et ça dépend d'une entreprise à une autre et d'un pays à un autre. Pourquoi moi j'ai choisi ce concept administrateur système et réseau? Simplement parce que c'est ça le standard que beaucoup connaissent et qui régissent tous ceux qui administrent et qui gèrent les systèmes et les réseaux d'entreprise. Et vous verrez que dans d'autres endroits, on les différencie. On dit, bon, il y a l'administrateur système qui s'occupe des systèmes et il y a l'administrateur réseau qui, lui, ne s'occupe que du réseau de l'institution ou du réseau de l'entreprise. Et d'autres font les deux. Ils font et les réseaux et le système. Mais en termes simples, tous ces administrateurs-là ont pour mission de juste rendre disponibles les données. Lorsque je dis rendre disponibles, c'est-à-dire de permettre à ce que les données liées aux applications que l'entreprise utilise soient accessibles quand il le faut, comme il le faut, mais aussi qu'il y ait la possibilité de retourner ou en cas de problème de perte des données, en cas de panne, qu'il puisse avoir la possibilité de restituer et de remettre en ligne ces données dans un temps record. En gros, c'est ce qu'il fait. Maintenant, voici. Les entreprises, comme je le disais tantôt, ont couru derrière. Pendant un temps, on courait derrière l'informatisation parce qu'ils ont compris qu'avec l'informatisation, comme je vois chez nous, on s'est dit avec l'informatisation, oui, ça va aider à réduire la corruption, ça va aider à booster les entreprises à gagner plus, ça va aider. Et ce n'est pas faux, c'est très bien. C'est ce que l'informatique a fait lorsque les entreprises ont commencé à embrasser ce monde d'informatisation. Maintenant, les entreprises, beaucoup dans des pays développés, se sont butées à des contraintes. Chez nous, au pays, certaines l'ont déjà compris et d'autres sont encore en train de s'informatiser. Et ces mêmes contraintes que plusieurs entreprises dans les pays développés ont rencontrées, ça va aussi arriver certainement. Et c'est pourquoi il est important que nous, administrateurs, on comprenne ces choses parce que lorsque ces contraintes vont frapper dans plusieurs entreprises au pays, plusieurs postes seront touchés pour ceux qui n'étaient pas avertis. Premièrement, il y a la difficulté de la gestion du service par rapport à la vocation de l'entreprise. Je reviens à mon exemple du département de la police. Je disais, la police, dans plusieurs pays, s'est retrouvée que pour bien faire son travail, qui est de protéger la population et ses biens, devrait informatiser son système en embrassant les applications comme WatchGuard, que j'ai expliqué tantôt en disant que WatchGuard permet justement de suivre, d'enregistrer les évidences ou les preuves d'arrestation en vidéo. C'est ce que WatchGuard va faire. Maintenant, lorsque beaucoup de départements de la police ont embrassé WatchGuard, ils devaient avoir un personnel informatique dans leur organigramme afin de suivre tout ce qui a trait à l'informatique. Il s'est fait que, pour ceux qui sont gestionnaires, qui sont ici, vous serez d'accord avec moi que lorsqu'il y a par exemple un CEO, chef d'entreprise ou un responsable numéro 1 de l'entreprise, il a une vision claire par rapport à la vocation de son entreprise. Si c'est le département de la police, le Chief Police Officer, il connaît très bien, il a la formation de la police et autres, mais il n'a pas forcément de background en informatique. Or, il y a un département informatique qui s'ajoute dans sa gestion. Et du coup, beaucoup d'entreprises, en cherchant à suivre le fonctionnement et l'évolution de ces départements, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus assez de force pour bien suivre la vocation de l'entreprise. Parce que je suis un hôpital, comme je le disais. Je suis le médecin en chef, médecin directeur, responsable de l'hôpital. Je gère mes malades parce que je fais une formation en médecine. Je fais toutes ces choses. Mais pour la gestion de mon hôpital, il m'a fallu utiliser NextGen, comme je l'expliquais, qui est une grande application de gestion des malades et autres, utilisée un peu partout. Tu te retrouves
que toi qui es médecin, responsable de l'hôpital, ton département informatique qui est là, tu dois aussi le gérer. Or, je n'ai pas ce background, je n'ai pas de compréhension. Même si je dois recruter un directeur de département informatique, c'est moi qui suis visionnaire de l'entreprise qui doit savoir le recruter et ne serait-ce que suivre ce qu'il fait comme travail. Alors, les entreprises se sont rendues compte que l'informatisation a commencé à leur faire perdre le focus de leur travail. Et ils ne pouvaient pas non plus rejeter l'informatique parce que sans informatique, ils ne peuvent pas aussi produire, moins encore fonctionner. Ça, c'est la première difficulté que beaucoup d'entreprises ont fait face. Et comme je l'ai dit, plusieurs entreprises aujourd'hui qui ont encore des départements informatiques feront certainement aussi face au même problème. Deuxièmement, on sait tous que lorsqu'on a un département informatique et on a une infrastructure importante dans une entreprise, il n'y a pas que le poste d'administrateur système et réseau dont nous avons besoin. Nous avons besoin de helpdesk, par exemple. C'est lui qui sera là pour répondre aux pannes d'utilisateurs qui ne vont jamais manquer. Deuxièmement, nous avons besoin des administrateurs, c'est-à-dire système, réseau, des bases de données, parce que beaucoup d'applications sont liées à un système de gestion des bases de données. Alors, il faut qu'il y ait l'administrateur qui s'en occupe. Parce qu'il est très difficile d'avoir un seul informaticien qui fasse toutes ces choses. C'est très difficile. Vous avez besoin de développeurs, ceux qui vont s'occuper des intégrations, des modifications de ces applications. Vous avez besoin des ingénieurs de vente. Pourquoi? Parce que beaucoup d'applications métiers, beaucoup d'applications de renom, comme ce que j'ai cité tantôt, le vendeur de ces applications ne vous les vendent pas juste parce que vous avez l'argent. Ils exigent que vous puissiez avoir un sales engineer, c'est-à-dire quelqu'un qui a au moins une certification de vente ou de revente de ces applications-là. Parce qu'ils se disent, si ils ont au moins une personne, vous avez dans votre entreprise au moins une personne qui a cette certification de vente, c'est-à-dire il a les notions de base sur l'application, alors ils vont vous faciliter aussi le support de l'application. Donc, au-delà de cela, beaucoup d'entreprises ont besoin d'un project manager IT parce que je vis des project managers d'autres choses lorsqu'ils cherchent à se reconvertir en IT sans comprendre le base de l'IT, ils n'arrivent pas à le faire. Et les entreprises se sont rendues compte que je suis un hôpital, je suis censé engager des infirmiers, censé engager des médecins, mais je me vois être obligé d'engager tous ces types de personnes que j'ai d'abord du mal à gérer juste parce qu'ils doivent supporter mon système informatique. À part ça, il y a le coût élevé lié à la formation du personnel parce que l'informatique évolue tellement vite que tu as ton personnel que tu as recruté. 5 ans après, tu n'as pas investi dans leur formation, automatiquement, ils deviennent déphasés par rapport à l'évolution technologique. Les entreprises se sont rendues compte que je peux bypasser la formation de mes médecins, de mes policiers et autres, mais si je bypasse la formation de mes informaticiens, ils deviennent déphasés et je ne sais pas suivre la cadence. Je dois investir dans leur formation. D'autres entreprises se sont dit, OK, on va investir dans leur formation. Mais lorsqu'ils forment ces informaticiens et après ils partent, tu ne vas pas les fermer parce qu'ils ont été formés. Ici aux États-Unis, par exemple, il y a un standard. Lorsqu'une entreprise te forme, on te dit, OK, on a payé pour toi la formation $5 000. Tu signes un document, tu ne nous fouilles pas avant 5 ans, avant une année. Ils le disent. Mais malgré ça, je vois toujours des gens partir parce que la demande elle est tellement grande des informaticiens que les entreprises, ils investissent beaucoup dans la formation et après, la personne formée part. Je me souviens, je voulais même dans une entreprise sur place au Congo où les décideurs se disaient non, on ne forme pas ces jeunes. Parce que dès que vous les formez, ils vont vous fuir. Ils se disent, OK, on les laisse comme ça sans formation. Et si on vous laisse sans formation, vous êtes aussi déphasé par rapport à l'évolution. Et enfin, il y a les coûts très élevés liés au renouvellement des équipements, mais aussi des applications. Parce que en temps normal, le serveur, les systèmes, les switches, tous ces équipements-là ne doivent pas faire 5 ans dans une entreprise. Après chaque 5 ans, il faut toujours changer parce que les fabricants ne vous proposent plus
de support ne vous propose plus parfois des mises à jour. Et l'entreprise se rend compte que je suis un hôpital, après chaque 5 ans, au lieu d'investir dans mes équipements médicaux, je dois toujours commencer à renouveler des serveurs qui ne sont même pas abîmés, qui sont fonctionnels, mais je dois toujours les renouveler parce que c'est un standard qui est établi. Alors, les entreprises se sont dit non, il y a un problème sérieux avec ces histoires d'informatisation. On doit passer à autre chose ou chercher une autre solution. Cela fait que dans plusieurs pays qui ont déjà évolué dans ces choses, beaucoup de petites et moyennes entreprises, je ne parle pas de très grandes entreprises comme les grandes banques, les multinationales, mais je parle de petites et moyennes entreprises, en majorité des entreprises avec 1000 utilisateurs ou moins. Ces genres d'entreprises se sont dit, on n'a plus besoin d'un département informatique chez nous, ça nous casse la tête, ça nous fait perdre notre objectif principal, notre vocation d'entreprise. C'est ainsi que toutes ces entreprises, qu'est-ce qu'elles ont fait la majorité? Elles ont migré vers, comme solution, vers ce qu'on appelle le MSP, le Managed Service Provider. Donc, déjà à ce niveau, tu es administrateur dans une entreprise. Sache que si tu ne comprends pas que toutes les contraintes que je viens à peine d'évoquer, lorsque les entreprises les découvrent, finissent par migrer vers les MSP, ça veut simplement dire que le jour que ton entreprise va migrer vers les MSP, toi, tu perds ton boulot, tu perds ta position d'entreprise. Donc, tu es dans l'obligation d'ouvrir tes yeux et de sauter vers le MSP ou encore toi-même, en tant que si tu es entrepreneur, de chercher à ouvrir ton MSP. Je sais qu'au Congo, il n'y en a pas encore assez. Je n'ai pas encore vu des renoms, mais sachez que c'est là la solution pour les entreprises qui veulent se débarrasser de services informatiques. Alors, c'est quoi un MSP? C'est juste l'outsourcing, c'est-à-dire l'hébergement du service informatique. Qu'est-ce que les entreprises font? Ils se disent, bon, je ne vais pas continuer à avoir un service informatique chez moi. Casse-tête, trop de serveurs, trop de bruit, beaucoup de choses m'embêtent. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais juste outsource mon service informatique. Pourquoi les MSI prennent cette place? Parce que les contraintes que je viens à peine d'évoquer, que les entreprises ont fait face, le MSP le corrige. Parce que le MSP, c'est d'abord une entreprise à vocation totalement informatique. C'est-à-dire, il y a un informaticien qui crée son entreprise, il recrute un personnel qualifié, informaticien dans plusieurs domaines, il les forme régulièrement et qu'est-ce qu'il va maintenant faire? Lui, il va prendre des contacts avec des entreprises pour devenir leur département IT. Il devient le département IT des entreprises. Son même personnel qu'il a ne travaille plus pour une seule entreprise, mais travaille pour plusieurs entreprises. Moi, par exemple, pour l'instant, je travaille pour une MSP et on a à peu près 60 clients. Donc, je ne suis pas IT d'une seule boîte, je suis IT de 60 boîtes au même moment. Vous voyez comment ça fonctionne? Et toutes ces entreprises-là n'ont plus de département informatique chez eux. C'est nous qui sommes leur département informatique. Et nous, dans l'entreprise, on a des experts dans tous les domaines et on nous forme régulièrement. Et beaucoup d'entreprises, je rarement vis ici aux États-Unis. J'ai demandé en France, je rarement vis. En Europe, dans beaucoup de pays, je rarement vis des entreprises qui ont moins de 1000 utilisateurs avoir un département IT. À la limite, ils peuvent juste avoir un point de contact sur terrain lorsque le MSP ne sait pas faire des tâches à distance. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire? Je suis simplement en train de vouloir vous dire, vous êtes administrateur pour l'instant dans une entreprise ou encore, vous êtes même en train de me suivre maintenant, vous êtes responsable d'un service informatique ou responsable d'une entreprise, vous vous rendez compte que ces contraintes, vous avez ces différents problèmes de gestion d'IT, vous devez penser au MSP. Parce que il y a par exemple dans une entreprise qu'on appelle le roadmap qui se fait chaque année, c'est-à-dire vous avez besoin d'une personne qui sait étudier l'état actuel de l'informatique et ressortir le gap assessment. Gap assessment, c'est-à-dire quels sont les écarts par rapport aux standards qui doivent être appliqués afin que vous puissiez inclure cela dans vos budgets annuels. Est-ce que tous les IT peuvent le faire?
pas forcément, parce que ça dépend des expertises. Mais le MSP ont tous ces personnels qui les font pour plusieurs entreprises au même moment. C'est ainsi que beaucoup d'administrateurs aujourd'hui se retrouvent ne pas être en train de travailler pour les entreprises parce que ce ne sont même plus des postes qui existent, mais ils se retrouvent en train soit de travailler pour des MSP, soit devenir eux-mêmes de MSP pour plusieurs clients et plusieurs entreprises. Mais aussi l'avantage des MSP est que le même outil que le MSP a, il les partage aussi à plusieurs clients. Parce que il y a des entreprises qui vous disent, OK, on veut que vous, MSP, vous puissiez devenir notre département informatique. Mais le serveur reste chez nous en entreprise. Vous, tout ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous faites le support et ne touche plus à rien. C'est une très bonne chose. Mais la difficulté est que les serveurs sont encore chez eux, ils doivent toujours dépenser et changer. Et d'autres ont évolué en disant, on ne veut même plus avoir des serveurs. Je vais juste avoir un lien pour accéder à nos serveurs. Alors, vous, MSP, utilisez les serveurs, mettez juste nos applications et donnez-nous le lien. Ça fait que beaucoup de MSP ont des serveurs dans des data centers. Les mêmes serveurs, ils sont en train de les partager à plusieurs clients au même moment. Et aujourd'hui, c'est là le niveau actuel de beaucoup d'administrateurs systèmes et réseaux. C'est ce qu'ils font comme travail dans plusieurs endroits. Ce qui est une bonne chose. Mais aussi, les MSP font face à des contraintes. Okay. Comment ça? Parce que vous avez maintenant la responsabilité de toutes les données des entreprises. Vous devez être le IT de plusieurs entreprises au même moment. Ça vous impose aussi à utiliser beaucoup d'outils efficaces, beaucoup d'outils qui vous permettent de mieux gérer. Je vous ai listé ici quelques responsabilités que les admins systèmes font dans le MSP aujourd'hui. Premièrement, vous devez avoir des outils de gestion des tickets. Pourquoi? Parce que vous supportez plusieurs entreprises différentes au même moment. Vous avez besoin de gérer les tickets. Les tickets, ce sont les pannes qui peuvent être générées par des utilisateurs, qui peuvent être générées par le serveur, par les équipements réseau pour vous notifier que non, il y a tel problème, tel serveur a un problème de disque, tel serveur, tel utilisateur ne sait pas imprimer, ne sait pas faire ceci. Et toutes ces choses sont régies par des tickets. Donc, vous êtes obligé d'avoir des outils de gestion des tickets. Deuxièmement, excusez, on va muter celui qui est là. OK. Des outils de gestion de la documentation. OK, je vais mal écrire là, vous allez m'excuser. Pourquoi? Parce que écoutez, vous avez comme mon cas, 60 clients. Chaque client a pas moins de 20 serveurs à gérer. Et des switches. Tous ces mots de passe. Leur network map, donc leur carte réseau. Toutes ces informations. Je vis des administrateurs réseau et systèmes qui bloquent les mots de passe dans leur tête quand ils sont en entreprise. C'est bien, mais ce n'est pas professionnel. Qu'est-ce que tu fais quand tu quittes? Qu'est-ce que l'entreprise devient quand tu meurs? Qu'est-ce que l'entreprise devient? Le standard est que toutes les informations d'une entreprise doivent être documentées quelque part. Ça fait que quand on fait le MSP, vous êtes obligé d'avoir une gestion de la documentation. La gestion des mises à jour des équipements, parce qu'aujourd'hui, sans mise à jour, tous vos systèmes sont exposés au piratage. Quatrièmement, la gestion des sauvegardes. Vous êtes responsable des données d'une entreprise. Ça veut dire que vous devez mettre en place le mécanisme qu'il faut afin que, en cas de problème, vous puissiez restituer les données en respectant les RTO et les RPO rapidement par rapport à ces clients. Donc, vous devez être fort dans la gestion des sauvegardes. On a fait un séminaire sur les sauvegardes, je crois, il y a 3 semaines ou 1 mois passé. Ceux qui peuvent intéresser, on peut toujours leur envoyer les liens, ils vont suivre. Et enfin, vous devez avoir des systèmes qui vous donnent accès direct aux équipements. Alors, le temps qui nous est donné, je ne sais pas vous montrer tous les outils, mais je vous ai mis des noms ici, OK? Et l'avantage est que tous ces outils ici, ce ne sont pas les meilleurs, ce ne sont pas aussi l'unique qui existe, mais ce sont juste certains. Vous pouvez vous documenter par rapport à ces outils pour voir. Même pour ceux qui sont encore IT en interne dans l'entreprise, ces outils vous pouvez toujours les implémenter. L'avantage est que ce sont des outils qui sont sur le cloud. Donc, vous n'aurez pas trop du mal pour
travailler avec ça. Autotask, par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la gestion des tickets. La gestion des incidents, la gestion des tickets, tout est documenté dans Autotask. IT Glue, c'est parmi les géants qui fait la gestion de la documentation. Il vous permet de documenter vos mots de passe, documenter le vendeur, l'information du vendeur. Il fait une documentation aussi même à temps réel par rapport à la configuration de vos serveurs. Il fait toutes ces choses. De façon centralisée, vous avez toutes les informations par rapport à l'entreprise que vous êtes en train de gérer, ou encore si vous êtes MSP, il fait la documentation par rapport à toutes les entreprises au même moment. Vous avez Datto RMM. Datto RMM, il fonctionne avec Autotask. C'est une branche d'Autotask qui fait le monitoring et le patching des serveurs et équipements et des systèmes. Monitoring, c'est-à-dire quoi? Comme je l'ai dit, lorsque vous devenez MSP ou encore lorsque vous êtes administrateur dans une entreprise, vous êtes censé savoir lorsqu'un serveur a un problème, un service dans un serveur a stoppé, lorsqu'un serveur a un problème de disque, lorsqu'un serveur a un problème est éteint. Vous êtes censé savoir toutes ces choses-là avant même les utilisateurs. Alors, comment ça se passe? Vous avez besoin d'une application comme Datto RMM. Lui, il fait quoi? Il va commencer à vous envoyer les notifications en créant des tickets, en appelant votre téléphone, en faisant tout ce ou encore en envoyant des SMS à chaque fois que dans l'infrastructure que vous gérez, il y a des problèmes système ou encore des problèmes réseau. Datto fait aussi les backups, c'est-à-dire, je suis en train de gérer les serveurs de mes clients ou les serveurs de mon entreprise. Je dois sauvegarder les données d'utilisateurs, mais aussi sauvegarder les serveurs eux-mêmes. Datto aura pour fonction de faire ces sauvegardes. Les jours que vous avez un problème sur votre serveur physique ou virtuel, Datto RMM va automatiquement restituer ces serveurs en machine virtuelle dans moins de 10 minutes. C'est-à-dire, si le serveur est en panne, Windows ne démarre plus, le serveur crash, avec mon backup dans 10 minutes, avec Datto, je vous restitue les serveurs online et vous travaillez sans problème. Et vous avez Screen Connect. Screen Connect vous permet de vous connecter, de faire comme le bureau à distance, mais sur écran. Il ne fait pas le RDP. Il fait vraiment la connexion sur l'écran de tous vos serveurs. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'installer les agents sur les machines clients et serveurs parce que lorsque je suis MSP, c'est supposé que je travaille à distance. Tout ce que j'ai à faire, c'est OK, on m'a dit que tel serveur a un problème. Avec mon Screen Connect, j'ai accès au serveur. Et si je ne peux pas accéder avec Screen Connect, le serveur, je suppose, s'il est à distance, il a iDRAC pour le Dell et il a Lilo pour les HP et ça me permet de me connecter à distance. OK? Donc, je crois que dans les prochains jours, si on aura la possibilité, on va voir avec Shadi, peut-être là, on exploitera en détail certaines de ces applications, mais ce n'était pas l'objectif aujourd'hui. Alors, ces outils sont là pour les MSP. Le MSP paraît avoir résolu les problèmes. Même jusqu'aux États-Unis, jusque-là, certaines entreprises sont encore en train de respirer sous la mouvance des MSP. Même les administrateurs sont encore en train de vivre parce que beaucoup d'admins d'entreprises étaient devenus des propriétaires de MSP pour continuer à faire le service et ça a avancé. Et je sais que dans des pays comme le nôtre au Congo, beaucoup d'entreprises vont aller vers les MSP dès que ces MSP vont commencer à exister. Mais les MSP aussi ont fait, ça c'est les présidents de l'administrateur système, ont fait aussi preuve de leurs limites. Et ça fait que beaucoup sont en train de courir vers autre chose. Quelles contraintes? Les applications métiers sont maintenant disponibles en cloud. Si je reviens sur QuickBooks, sur NextGen, sur Autotask, pas Autotask, sur WatchGuard, que je vous ai dit par exemple pour le département de la police, j'expliquais en disant comment la police, un département de la police s'est retrouvé à avoir un service informatique parce qu'on lui a dit que tu dois sauvegarder les vidéos, avoir des preuves. Et il doit souscrire sur WatchGuard. WatchGuard demande d'avoir des serveurs qui seront configurés en load balancing. Il demande d'avoir un réseau très complexe parce qu'il faut que chaque véhicule du policier puisse être connecté à ces réseaux afin d'upload ou encore
d'envoyer des vidéos lorsque les vidéos sont prises. Donc, c'est un réseau complexe. Voilà pourquoi il devait avoir des départements informatiques. Au début, ce qui est passé des administrateurs système et réseau, comme j'ai expliqué, et les départements de la police et tous ces gens ont donné leur service au MSP parce que le MSP les aidait à s'occuper de ces choses lorsque ils étaient focus sur leur vocation qui est l'informatique. Mais maintenant, il y a une contrainte parce que même ces applications, je suis une MSP, c'est vrai, administrateur système et réseau, je mets en place les serveurs, le système, les switches et autres pour que l'application WatchGuard qui est utilisée par les départements de la police puisse me faire vivre mon MSP. Maintenant, ça s'est fait que les gens qui déploient ces applications métiers se sont rendus compte qu'il y a un problème. On ne gagne pas trop comme ceux qui sont en train de faire les supports aux applications. Et toutes ces applications-là, avec l'évolution du cloud, ont décidé de mettre des versions cloud. Et ces versions cloud font en sorte que les entreprises préfèrent ne plus aller vers les MSP, mais aller directement vers ces applications du côté cloud. Pourquoi? Parce que moi, en tant que MSP, je vais charger à la police l'utilisation de mes serveurs, s'ils utilisent mes serveurs, mais s'ils utilisent leurs serveurs, je vais maintenir leurs serveurs, ça va leur coûter en termes de remplacement après chaque 5 ans, en termes de mise à de consommation énergétique et toutes ces choses, juste pour que leur application WatchGuard puisse fonctionner. Et WatchGuard vient et leur dit, écoutez, j'ai WatchGuard version cloud. Tout ce dont vous avez besoin, c'est juste une connexion Internet. Dès que vous avez votre connexion Internet, automatiquement, vous avez accès à vos applications. Et l'entreprise comprend que je n'ai plus besoin du MSP. C'est un coût supplémentaire inutile. Alors, ça a fait que beaucoup de MSP ont commencé aussi à perdre comme ça leurs clients et leurs ressources, juste parce que la grande partie des applications métiers, souvenez-vous, dans mon introduction, je vous ai dit que l'informatique, c'est d'abord les applications. Ce que nous, système IT, on fait, c'est juste disponibiliser l'infrastructure. Or, cette infrastructure, beaucoup de gens qui déploient des applications ont amené ça vers le cloud. Et ça fait que l'admin système et réseau, qui ne comprend pas ces choses, est bien exposé à perdre sa position ou à perdre son élan dans le métier. Alors, on est déjà en train de chuter, on va prendre vos questions d'ici là. Alors, qu'est-ce que l'administrateur doit faire? Il y a certains qui se sont transformés ou qui pensent se transformer en MSP Cloud. C'est-à-dire, ils se disent, OK, alors désormais, moi, je déploie un cloud avec toutes ces applications métiers et je vais maintenant vous proposer, vous les clients, c'est juste les applications. Je ne vous propose plus l'infrastructure et autres, je vous propose seulement les applications parce que tout le monde fuit la gestion de l'infrastructure avec tout ce que ça demande comme remplacement, comme coût en termes de maintenance, coût en termes de consommation énergétique. Deuxièmement, j'ai maintenant vu beaucoup de MSP faire le RDS, c'est-à-dire ils déploient les applications dans leur serveur et ils ne donnent aux clients qu'un lien qui peut être sur le web, qui peut être un lien comme Remote Desktop Service, shortcut pour le RDP. Juste, lorsque le client va cliquer, il a accès à ces équipements parce que les hôpitaux, tous ces clients ne veulent plus de complexité. Ils veulent les choses simples. Et si je ne suis pas informaticien, je me mets à leur place, ils ont raison, j'en ferai autant. Alors, ça fait que beaucoup d'administrateurs commencent à voir, OK, si ça ne marche plus comme ça, moi, je dois proposer les solutions RDS avec les applications pour que toutes ces personnes puissent avoir accès sans problème. Mais aussi, autre chose que beaucoup d'administrateurs ont compris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se disent carrément, non, on bascule pour devenir IT ou admin système dans les clouds. Parce que lorsqu'on est en dehors du cloud, on ne voit pas l'infrastructure. Mais lorsque vous travaillez auprès des fournisseurs cloud,
Là, vous avez affaire à l'infrastructure. Écoutez, ce discours que je tiens peut ne pas bien être compris pour certains aujourd'hui, mais c'est la triste réalité malheureusement. Personnellement, je suis actif dans le monde IT depuis 2008. Ça me fait quand même une longue carrière. J'ai vu dans un pays comme celui où je suis, quelqu'un qui faisait autre chose dans sa vie. Il s'est dit, OK, en tout cas, je suis fatigué, tout ça, bon, je me décide carrément de me convertir en informaticien. Il part juste faire une formation de 6 mois qui lui permet de devenir administrateur cloud, système du côté cloud. Du coup, tu le vois gagner de loin plus que ceux qui avaient une longue carrière. Donc, ce métier devient ingrat lorsque tu ne comprends pas l'état de l'art, lorsque tu ne comprends pas où est-ce qu'il va et où nous allons. Parce que tu peux avoir été expert pendant longtemps, dans peu de temps, automatiquement, tu te retrouves même illettré. Tu te retrouves illettré. Je me demande aujourd'hui quels sont devenus les experts en lecteur de DVD ou lecteur de disquettes. Ils sont devenus tout, sauf quelque chose. Juste parce qu'ils n'ont pas compris que les choses évoluaient rapidement. Alors, je cheat, mais comme Shadi Corporation me demandait de montrer quand même quelque chose qui illustre mieux ce que j'ai, avec le temps imparti, je vais vous donner un exemple sur ce qu'a été l'évolution de. J'ai pris Exchange pour mieux vous faire comprendre tout ce que j'ai raconté sur l'état de l'art, de ces responsabilités que nous sommes, nous faisons moi et vous. Nous savons que la messagerie prend ou joue un rôle très important dans l'entreprise. La messagerie. Et Exchange a été parmi les grands serveurs de messagerie qui existaient. Et Exchange, c'est un produit Microsoft. On sait bien qu'il devait aller avec Active Directory et des fois, les gens implémentaient aussi SharePoint pour le partage des données du côté Microsoft. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait installer un serveur en entreprise pour Exchange. Ce qui était une bonne chose, pas très compliqué à implémenter, mais le problème est qu'il fallait suivre sa mise à jour, il fallait entretenir les serveurs, il fallait remplacer les serveurs. C'était un travail qui avançait et qui était devenu agaçant pour les entreprises. Beaucoup d'administrateurs entrepreneurs ont compris que non, l'Exchange on-premise, c'est-à-dire Exchange physique en entreprise, comme ça pose un peu de soucis auprès des entreprises, la complicité de mise à jour. Je me souviens, il y a 3 mois ici, les Chinois avaient découvert une vulnérabilité pour pirater des serveurs Exchange qui n'étaient pas à jour. Et j'ai vu beaucoup de serveurs piratés. Juste parce que les gens n'avaient pas compris qu'est-ce qu'il fallait faire pour faire la mise à jour régulière. Alors, beaucoup de MSP ou encore beaucoup d'administrateurs avertis, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? On va configurer, nous, des serveurs Exchange et on donne les services aux clients juste où ils vont manager leur serveur Exchange sur une interface web. Et c'est là que les applications comme AppRaver, Intermedia sont sorties. C'est-à-dire, je suis une entreprise, je n'ai pas besoin d'un Exchange physique dans mon entreprise, je peux souscrire vers un service online de Exchange. Dans le background, c'est Exchange, mais moi, dans mon administration, ils m'ont créé des interfaces où je peux créer mes utilisateurs, créer mes mailbox, mes shared mailbox, configurer mes licences juste sur l'interface. Lorsque Microsoft aussi a compris ça, Microsoft, tout ce qu'il a fait, il a basculé vers O365 où il a pris tous les services Exchange, il a mis cela online. Je connais des gens, même quand j'étais encore au Congo, qui étaient experts en Exchange. Déploiement d'Exchange dans les entreprises, c'était ça leur métier, leur domaine. Avec juste ces changements, où O365, Microsoft a envoyé Exchange online, où on n'a plus besoin d'un serveur physique, on a juste besoin d'une souscription online avant Internet. Beaucoup de gens qui étaient experts en Exchange, qui n'ont pas compris ces choses, se sont retrouvés automatiquement perdus dans leur carrière parce qu'ils n'ont pas suivi l'état de l'art, ils n'ont pas suivi l'évolution. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Je vais changer rapidement l'écran, je vais enlever le diapo pour partager carrément mon écran.
Et je chute là dans quelques minutes. Et préparez déjà les quelques questions que vous avez. On est déjà... OK. Là, je dois demander, je crois que vous voyez mon écran. Shadi? Oui, oui. Oui, Ok, oui, merci. nous voyons l'écran. OK. Alors, voici par exemple l'exchange pour mon Je suis là, je suis là. OK, d'accord. Voici par exemple l'exchange pour mon entreprise, OK? Tout ce qui était serveur physique à l'entreprise, casse-tête et autres, l'administration a été tournée juste à ceci. Que toute entreprise peut acquérir et exploiter la messagerie sans difficulté, sans contrainte. Je suis là, j'ai mon interface en cloud, ici pour mon exchange. Donc, Active User, voici ici, j'ai mes utilisateurs. OK? Jusque-là, je n'ai que des licences. J'ai là les utilisateurs. Tout ce qui m'a été complexe pour la gestion d'Exchange avant, je le gère ici. Je peux créer rapidement à Shadi un mailbox ici. Shadi, ça, tu vas payer. Tu vas payer mon mailbox. Pour les comptes du webinaire, je ne paye pas. OK. Je lui mets par exemple un mot de passe. Je vous dis que faire ce que je suis en train de faire là, c'est Exchange on-premise. Ce n'était pas comme ça. Donc, attendez, je bouge ça. Il me demande une licence. Bon, je n'ai que 2 licences disponibles. Pour l'instant, je dis que je vais créer 100 licences. Automatiquement, voilà, j'ai mon email créé pour Shadi. Et cet email-là que je viens de créer, que vous voyez ici, attendez, je vais vous montrer ici. Shadi Corporation. Il suffit que j'applique cette licence. Automatiquement, Shadi, là où tu es là au Congo, tu as déjà une adresse email que tu peux utiliser. Envoyer à tout le monde, sans exception. Ça fait plaisir, ça. Non, je vais supprimer cette affaire à la fin. Maintenant, qu'est-ce que le MSP fait? Vous voyez ici, ça c'est mon tenant pour mon entreprise. J'ai juste un seul nom de domaine qui est Mashwa Salama, le nom de ma plateforme. Avec ces mêmes tenants, je peux créer plusieurs domaines. Donc, cette même interface ici, je viens, OK, DGI, vous avez besoin d'Exchange Online, moi j'offre Exchange. Vous me payez ce qui m'est dû, je vous crée un sous-domaine chez moi. OK, INSS, OCC, je ne sais moi, DG, je crée tout. Lorsqu'on me dit, OK, on a besoin d'un utilisateur, c'est comme ça que je crée. Ou je leur donne accès et même ils créent rapidement leurs utilisateurs juste ici. OK? Et un truc comme celui-ci, moi, je vous le configure. Pour votre entreprise, vous avez la messagerie professionnelle. Dans moins de 20 minutes, vous l'avez, vous commencez à fonctionner. Et l'avantage ici est que, regardez, autre chose. OK? Le temps est déjà parti. Voici. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont experts en Active Directory. Je vous dis que les entreprises cherchent à se débarrasser de tous les serveurs en entreprise. L'unique serveur qui continuait à résister en entreprise chez les clients, c'était le contrôleur de domaine. Parce que les machines doivent s'authentifier pour fonctionner. Et Microsoft, comprenant cela, qu'est-ce qu'il a fait? Sur cette même lorsque vous souscrivez pour un service O365, à part la Exchange Online qui est la messagerie qui vous est donnée, à part SharePoint qui vous est aussi donné, qui est le partage de données des fichiers, Microsoft vous donne Active Directory Online. Beaucoup d'entre vous qui configurent, qui installent Windows 10, vous allez voir que lorsque vous faites la première configuration aujourd'hui, il y a un endroit où Windows va vous demander si l'entreprise sera, la machine sera utilisée dans les comptes personnels ou pour une organisation. Si vous dites organisation, il vous demande une adresse email. Cette adresse email, c'est ça le compte qui est sur Active Directory. Regardez ce qu'est devenu Active Directory aujourd'hui. Il est online. Donc, juste les mêmes emails ici que j'ai créés, ici, ce sont les mêmes emails. Vous voyez, Shadi Corporation est déjà ici, qui est utilisé. Il suffit que je lui donne une licence. Il peut s'authentifier sur n'importe quelle machine Windows
10 et la licence online sera appliquée sur sa machine. Donc, vous comprenez que si je ne veux pas embrouiller ma vie dans plusieurs choses, juste avec ça, je deviens une MSP juste pour Exchange et les services Microsoft Online. Et dites-moi, dans votre entreprise, vous avez votre Exchange physique où parfois les serveurs tombent en panne, les gens n'ont pas accès aux emails. Celui-ci, il tombera rarement en panne parce que Microsoft s'en occupe. C'est lui qui fait les mises à jour, qui fait tout. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est quoi? M'occuper des interfaces. Alors, imaginez-vous que votre responsable d'entreprise voit ça. Mais il va se dire, mais à quoi me sert cette... Et autre chose, on n'a pas besoin d'être administrateur pour gérer Exchange Online. Vous avez vu comment créer un utilisateur a été simple. Shadi m'appelle, oh non, je ne sais pas me connecter dans mon email, j'ai un problème de mot de passe. OK, dès que j'ai accès à l'interface, je clique sur Shadi. OK, je viens ici, reset mot de passe. Alors, beaucoup d'entreprises font ça maintenant. Ils se disent, OK, on n'a plus besoin d'un administrateur Exchange. On prend juste une souscription d'Exchange Online et on a quelqu'un d'entreprise qui touche un peu à l'informatique. Il va le gérer pour nous. S'il a une panne, il appelle Microsoft ou il appelle un MSP. Et vous voyez, ça c'est juste un exemple que je vous ai donné. Et vous voyez combien, dans quelques secondes, un administrateur qui était expert en Exchange en entreprise ou en SharePoint ou en Active Directory se retrouve automatiquement sans profession, sans carrière, juste parce qu'il n'a pas compris l'évolution rapide de la technologie. OK? Alors, moi, je crois que j'ai beaucoup parlé et on a un peu débordé le temps. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. On va prendre quelques questions. Mais il y a l'email qui est là, mon numéro de téléphone qui est là. Il y a Shadi Corporation qui peut partager ces informations. On va prendre quelques questions pour le temps qu'il y a. Mais vous pouvez m'envoyer des messages, envoyer à Shadi qui est avec vous à Kinshasa pour ceux qui sont à Kinshasa. Sans problème, on va vous répondre et vous donner tous les détails que vous voulez. Alors, Shadi, il est déjà il est 9h05 chez moi. Il est 15h, je crois. C'est Oui, chez vous. oui. On déborde un peu, mais vous permettez qu'on prenne juste quelques questions? Oui. Avant de prendre quelques questions, déjà, je vous remercie énormément pour ces moments très enrichissants. Et je tiens à remercier les responsables des Extend Media à Zamboupol depuis le Cameroun et également les responsables du centre informatique IT Forex du Bénin. Je remercie énormément les secrétaires généraux du ministère du Budget, M. Jean-Gaston Magna. Je remercie également les responsables de l'école informatique des finances. Et bon, au fait, les remerciements, je vais continuer juste après. Au fait, la première des choses que je vais essayer de faire actuellement, c'est d'alerter, de parler également de ce que vous venez de dire, d'alerter à nous, les informaticiens, que si nous ne nous mettons pas à jour, nous risquerons forcément de perdre nos emplois. Nos emplois sont en voie de disparition si nous ne nous mettons pas à jour. Je prends juste l'exemple de Microsoft Azure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'acheter un serveur en entreprise. Vous pouvez facilement louer un service cloud Microsoft Azure et vous tenez votre réseau. Et si vous êtes Haïti et que vous ne comprenez pas ces choses, nos amis des MSP risquent de vous ravir votre poste. Donc, mon alerte, c'est juste que les temps est dur. C'est vraiment un peu ça. Je remercie également M. Meshak Moualava, responsable aussi d'une grande structure ici en place. Voilà, donc c'est vraiment un peu ça. On peut prendre des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez poser et nous sommes à votre écoute. Merci. OK, je vois qu'il y a quelques noms qui sont levés. Mais, de ma part aussi, je remercie tous ceux qui se sont connectés et toutes ces personnes connectées aussi dans différents autres pays. En tout cas, merci pour votre participation. Il y a aussi le Bénin. Le Bénin, je OK, remercie également. Il y a le Bénin, il y a le Cameroun, il y a le Gabon. Oui, grand merci à vous tous.
OK, merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a des mains levées. Je crois que ce sont des questions. Je vais commencer par le premier nom. Oui, on a aussi, merci. OK. Get, Louisa, je crois que ta main était levée depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est une question ou c'est juste que tu as oublié de la faire descendre. Je ne sais pas comment tu as tenu ta main levée pendant tous ces temps de séminaire. Bon, heureusement que c'est virtuel. Allô? Get. OK, si Get n'est pas prêt, Chibangu, je vois qu'il y a une main levée. Chibangu, vous avez une question? Monsieur Chibangu a une question? OK, alors il y a M. Bidoy à Saint-Forin qui est déjà en mute. M. Bidoy à Saint-Forin, je crois que vous nous suivez depuis Kananga. Justement, oui. OK, allez-y, vous pouvez poser votre question. J'ai une question. D'ailleurs, j'ai vraiment aimé la manière dont vous avez parlé parce que c'est vraiment quelque chose qui va éveiller ce qui dormait encore par rapport à notre métier d'administrateur réseau. Mais je voudrais que vous puissiez nous donner un peu quelques conseils pratiques. Donc, vous dites parce qu'actuellement, généralement dans les universités congolaises, les programmes du cours d'administration réseau, il y a encore des histoires où un enseignant peut commencer à enseigner seulement les trucs d'Active Directory. Il ne peut jamais parler du cloud. Bon, il ne sait même pas en réalité ce que ça fait aujourd'hui dans le monde de l'IT. Donc, je voudrais que vous puissiez un peu nous donner, donc nous informaticiens, quelques conseils pratiques pour que nous restions vraiment tenants à la science dans au moins 5 ans qui sont à venir devant nous. Merci beaucoup. OK, merci, M. Saint-Forin. Je sais que c'est normal que votre question soit un peu orientée enseignement parce que vous-même, vous êtes assistant. Alors, moi, je m'aimerais, s'il y a un conseil à donner par rapport à la question que vous posez, comme je suis moi-même aussi dans le monde d'enseignement, j'aurais bien voulu qu'on ait une discussion claire entre nous, enseignants congolais. Un exemple simple. Ici, OK, là où je suis, par exemple, aux États-Unis, tu ne peux pas donner un cours dans un domaine où tu n'as pas eu à travailler dessus pendant les 2 ans passés. Ça veut dire, je ne peux pas donner aux étudiants les cours d'administration réseau Cisco si moi-même, je n'ai pas eu à travailler dans une entreprise où j'ai géré les équipements Cisco les 2 ans passés. C'est le standard. Tu ne peux pas les faire. Alors, si tu n'es pas dans le monde professionnel, alors l'université qui t'embauche te fera faire des formations chaque 2 ans par rapport à ce domaine-là. À part ça, tu es obligé de participer à des conférences, à des webinaires par rapport au domaine que tu enseignes. C'est ce qui permet que tu sois à jour et que tu sois un peu connecté à l'évolution. Vous voyez? Je suis dans le monde d'enseignement, on ne doit pas se voiler la face. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires parce que je me dis, un enseignant, c'est un leader. Un leader, sa vocation, c'est d'amener les gens quelque part. Si déjà toi-même, tu es dans le noir, tu amènes ce que tu enseignes aussi dans le noir. Ouais, mais malheureusement, c'est une chose qu'on ne peut pas répondre à ce niveau. Je crois que toutes ces personnalités qui nous écoutent, que Shadia a présenté ou évoqué, et d'autres peut-être qui sont là, qui nous écoutent, ils peuvent aider dans ce sens-là. Moi, je ne fais pas la politique. Ma part, c'est de partager le peu que je vis, que j'ai appris. Mais je crois qu'à certains niveaux, il y a des changements qu'on doit vraiment faire. Ouais. On est dans une position aussi, pour aller vite, aujourd'hui, beaucoup de gens lisent des choses sur Internet et racontent. Et je sais, on a peu de gens qui peuvent configurer et implémenter ce qu'ils disent. C'est ça les problèmes. Alors, on va vite. Je vois, il y a qui d'autre? Roland Bissuet. Monsieur Roland Bissuet, allez-y rapidement. On a vraiment débordé le temps. Oui, merci ingénieur pour la parole et merci pour cette magnifique formation ou ces webinaires, pardon. Alors, je voulais intervenir à 2 niveaux. Premièrement, je voudrais dire, est-ce que le MSP, c'est une forme de sous-traitance en informatique? Oui. Et puis, deuxièmement, j'ai suivi, c'est, je crois, le 2e webinaire, ou même quand nous étions en formation avec vous. Vous nous aviez parlé, bien évidemment, de O365
Et puis, il y a une contrainte dont j'en profite pour en parler ici parce que certainement vous êtes trop débordés et puis ça nous range un peu. Alors, par exemple, pour le Congo, lorsque nous essayons de nous authentifier pour acheter la licence, il s'est fait qu'on nous demande un numéro de téléphone américain, un numéro de téléphone aux États-Unis et tout ça, et ça nous bloque. Comme moi, j'ai voulu avancer avec ça, mais vu que je n'ai pas de numéro de téléphone aux États-Unis ou un numéro de téléphone dans un pays reconnu, le Congo n'est pas repris, donc on ne sait pas avancer. Alors, comment faire pour essayer de bypasser ou de dépasser cette étape? Ok, en tout cas, ça, c'est une très bonne question parce que le problème, c'est celui-ci. Ce que vous dites là, c'est vrai. La triste réalité est que le fait qu'on soit d'abord un pays, nous, Congolais, qu'on soit un pays francophone ne nous aide pas trop, de un. Et puis de deux, parfois nous crions, OK, il y a des choses qu'on doit faire. Autre 65, je crois que tu m'avais posé cette question-là, mais je n'avais pas juste le temps de revenir, mais je vais trouver un temps, on va revenir sur ça. Ça, tu peux faire. Ça, en tout cas, comment tu peux faire. Mais il y a beaucoup de technologies que lorsque tu veux déployer, comment ça ne passera pas. Ouais, parce que parfois, on n'est pas seulement connu, ou encore, comme je te disais, d'autres technologies, il faut voir, parfois, on est encore enregistré comme Zahir, même dans d'autres applications. Vous voyez? Alors, je pense que si on a des communautés comme ça d'informaticiens entre nous, il y a des choses où on peut revenir vers ces revendeurs, vers ces fabricants, ils vont rapidement ouvrir. Je sais que Microsoft a des représentants, par exemple, pour l'Afrique, sur place, là, au Congo. Et s'il y a des problèmes comme ça, ils peuvent toujours remonter vers Microsoft et ils sont des businessmen, ils cherchent les clients, ils peuvent ouvrir. Mais je te confirme, au 365, j'étais acquis en janvier, je l'avais créé sur place, ça tu peux faire. Je vais juste revenir sur ça avec toi et voir comment, qui est-ce qui avait bloqué. OK? Alors, pour le MSP, oui, c'est exactement ça, l'hébergement des services IT. Comme j'ai expliqué, les entreprises veulent seulement s'en débarrasser. Alors, Shadi, je vois qu'il y a beaucoup de questions. On a débordé les temps. Moi, j'aime qu'on respecte les temps. Comment tu proposes? On prend quelques questions où ils peuvent envoyer des questions autrement et je vais les répondre. Je pense qu'on peut prendre deux, trois personnes si les gens ne sont pas ennuyés, mais par rapport à la question que les frères viennent de poser, il n'y a pas forcément toutes les applications, mais il y a un système aussi d'acheter des applications à l'aide d'un serveur proxy qui se trouve par exemple en France. Vous passez par ces serveurs pour vous faire passer que vous êtes en France. C'est possible, mais ça ne marche pas à tous les coups. S'il peut aussi essayer d'utiliser un serveur proxy qui n'est pas en Afrique, par exemple, en France, il peut payer pour les services et puis il peut acheter l'application restreinte, mais ça ne marche pas dans tous les coups. J'ai déjà essayé avec plusieurs applications. Merci. OK, merci Shadi. Alors, je prends Congo Discovery. Je crois que c'est Trixon. OK. Mambenki. Allez-y, Trixon. Monsieur Trixon, je crois que vous avez un problème de son. Allô? Ouais, c'est bien moi, ingénieur. Ouais. OK, allez-y. J'ai une petite question encore. Ça marche pas? Allô? Allô? Oui, on vous entend pas vraiment très bien. Alors, j'ai d'autres questions. Ça va maintenant, allez-y. Ça va pas? Maintenant, ça va? Un peu, oui, allez-y. Je disais ceci. Non, ça ne va pas. La première question, d'accord. Je vais vous écrire. Est-ce que vous pouvez écrivez ça écrivez-moi en direct. Je vois que vous avez mon numéro, écrivez-moi en direct, je vais vous répondre juste après ici. Mais c'est Majo. Il y a quelqu'un qui est au nom de Majo, vous pouvez prendre la parole. Oui, merci beaucoup. J'ai des questions. Allô? Allez-y. Allô? Oui. Ma première question était de savoir, pour être MSP, est-ce qu'il faut nécessairement avoir les services que vous avez cités? Ou bien, parce que je suis dans une PME informatique et nous avons plusieurs clients. Et parmi ces clients, nous avons des entreprises clients qui n'ont pas de support informatique. C'est-à-dire, quand ils ont un petit problème, ils nous appellent. Est-ce que je peux dire que nous sommes déjà les MSP ou pas? C'est un pas.
vous êtes en voie, c'est un pas, mais le MSP, donc vous êtes déjà en voie, c'est ça les débuts de MSP. Mais le MSP est régi vraiment avec plusieurs autres standards parce que supporter un département informatique, comme j'ai dit, ne se résume pas juste au support de clients. Vous devez aller un peu au-delà, faire le gap assessment de vos clients, faire le roadmap de vos clients. C'est lorsque vous arrivez au niveau de couvrir toutes ces choses-là, le risk assessment et autres, c'est à ce moment-là que vous devenez vraiment un MSP. Vous devenez vraiment un MSP. Mais ce que vous faites déjà, c'est un pas. OK, merci beaucoup. Alors, ma deuxième question était sur la messagerie. Oui. Alors, il y a un débat que nous faisons souvent entre une messagerie simple comme Google et une messagerie professionnelle, comme vous avez cité là-bas. Quelle est la différence ou bien en quoi la messagerie professionnelle est plus sécurisée que Google? OK. Alors, oui, j'ai suivi, même si ça coupait un peu vers la fin. OK, alors, Google, il y a deux choses. Il y a Google, Gmail, c'est sa messagerie. Il y a ces Gmail-là normal que tout le monde a, mais il y a aussi la même chose que Microsoft fait sur O365, OK? Google le fait avec ce qu'il appelle G Suite, où il a aussi une messagerie professionnelle comme ça, mais qui est Google, où tu peux changer le nom de domaine si tu veux ou garder en Gmail. Donc, Google le fait aussi, OK? Mais oui, ça ne fait pas seulement professionnel, OK? D'avoir une messagerie comme ça, qui ne porte pas, par exemple, le nom de domaine de ton entreprise, mais au-delà de cela aussi, lorsque la gestion, tu la fais comment? Parlons juste de gestion. Tu as une entreprise avec 200 utilisateurs. Tu viens, tu leur crées à tous les 200 des comptes Gmail. Comment tu gères les mots de passe? Alors, si tu dois créer les groupes de distribution, parce que la messagerie ne se limite pas seulement aux emails. Si tu dois créer les groupes de distribution, si tu dois créer le mailbox partagé, si tu dois gérer le e-discovery, c'est-à-dire lorsqu'il y a, par exemple, on vous dit, bon, comme il y a un cas que j'avais à gérer l'année passée, il y avait dans un hôpital que je supportais, il y avait un médecin qui était accusé des attouchements ou des propos déplacés avec des infirmières. Alors, il y avait un procès, on est venu vers l'entreprise. Alors, c'est à moi qu'on avait demandé, on a juste dit, OK, on a besoin que tu nous fasses des recherches de tous les emails envoyés il y a 10 ans par tel mailbox où tu vas trouver ces différents mots-clés. C'était une requête complexe que tu ne fais pas facilement sur les gens de Gmail et autres parce que tu n'as pas accès au serveur de messagerie. Mais quand tu as Office 365, par exemple, tu as accès au serveur de messagerie et c'est là qu'avec eDiscovery, j'ai facilement lancé la recherche avec ces différents mots-clés pour faire sortir exactement tous les emails dont ils avaient besoin. Vous voyez? Alors, c'est tous ces éléments-là qui permettent d'aller un peu au-delà. Alors, on prend la dernière question de Monsieur Amédée Bishop, je crois. Monsieur Amédée Bishop, vous avez la parole si vous êtes en ligne. je peux revenir, s'il te plaît? OK, allez-y rapidement, comme lui prend le temps de revenir. Okay, en fait, ma question sur la messagerie, j'ai très bien compris, mais ma question était orientée juste vers la sécurité. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, c'est important de cracher. Mais allez-y quand je vais me forcer sur. Allô? Allô? Oui, allez-y, allez-y. OK. En fait, on dit que quand vous avez une messagerie Google, vous êtes moins protégé qu'une messagerie professionnelle de l'entreprise. C'est là ma question. Et c'est là que je vous ai dit, de quel Google vous parlez? Parce que je vous dis que Google a aussi ce qu'on appelle G Suite qui est vraiment ouvert juste par rapport à cela. Alors, si je reviens à ce que tu dis par rapport à la sécurité, oui. Pourquoi? Parce que avec O365, par exemple, tu as la possibilité, parce que tu as accès au serveur, parce que
Déployer un serveur de messagerie, c'est une chose, mais il y a des choses qui viennent aussi après pour renforcer la sécurité. Il y a par exemple, tu dois configurer ce qu'on appelle email filtering system, c'est-à-dire un filtrage des emails. Il vous permet de faire quoi? Tu peux utiliser l'externe ou encore l'interne. Microsoft, dans O365, il a un filtrage interne. Je peux configurer en disant que, OK, tous les emails qui viennent de tel nom de domaine ou de tel pays ne doivent pas atteindre mon serveur de messagerie. C'est une chose que tu fais sur O365 que tu ne fais pas sur ton Gmail normal comme ça parce que tu n'as pas forcément accès au serveur pour gérer les entrées au niveau du serveur. Deuxièmement, avec O365, je peux facilement l'associer à mon système de MFA, c'est-à-dire Multi-Factor Authentication. Je peux l'associer de sorte qu'on ne se connecte pas directement avec le mot de passe, mais on se connecte aussi avec une nouvelle méthode d'authentification. Tu peux l'essayer sur ton Gmail, mais le fait que tu n'aies pas l'accès au niveau du serveur, ça te pose des problèmes. Pour sécuriser un système, tu as besoin d'avoir accès au serveur. Si tu es sur Google G Suite, tu peux le faire. Mais si ton Google régulier, tu n'as pas accès au serveur de messagerie où ton client fonctionne pour gérer tous ces aspects de sécurité. Et voilà pourquoi on dit que la sécurité n'est pas efficace à ce niveau-là. C'est bon? Allô, Bethany? Oui, Cédric Panzo, on te prend en dernier, comme ça, je vais remettre la parole à Shadi. Oui. Bonjour, Bethany, une fois. Oui, bonjour, on t'écoute. Oui, je suis Cédric depuis l'Angola. J'ai un peu de difficulté de parler un peu français, mais je vais me débrouiller. Bon, le plus grand problème chez nous ici, nous n'avons pas de plateformes ou des universités, des centres qui peuvent nous permettre à se mettre à jour, premièrement. Pour le moment, moi aussi, je travaille dans disons ça, des providers. Nous vendons l'Internet, nous vendons des services informatiques, nous vendons beaucoup de choses qui y a lié à l'informatique, qui a lien à l'informatique. Okay. Mais nous avons toujours difficulté de se mettre à jour. C'est pour cela que je suis passé une suggestion. Si c'est possible, créer des centres virtuels, on peut solliciter des services de mise à jour de nos agents à partir de l'Internet directement en faisant des formations via Zoom, via d'autres applications. C'est une suggestion. Il n'y a pas de problème sur mon contact qui est là, il n'y a pas de problème. OK, sans problème. Alors, Shadi Corporation, je crois que je vous remets la parole. Les gens, j'avais affiché mon email, ils peuvent toujours me poser des questions, envoyer sur WhatsApp. Ça peut me prendre le temps, mais ce qui est vrai que je vais finir par répondre. Merci. En dehors de tout ça, avant de donner les derniers mots, il y a des gens qui me contactent en privé parce qu'ils lèvent la main, on les répond pas. Il y a des questions sur qu'est-ce que signifie desktop engineering, qu'est-ce que signifie desktop support et à quand la formation sur les MSP. On peut commencer par la première question, la deuxième, et on va essayer de clôturer. Merci. OK. Alors, c'est comme je disais au début, même le concept administrateur réseau et système, tout dépendait d'une entreprise, d'un millier, d'un coin, mais beaucoup plus, il dépend de l'entreprise. Alors, le desktop support, OK, dans les contextes congolais, excusez, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent de Bénin, Angola, comme ils ont dit là, et ailleurs. Je ne sais pas, là-bas, ça se passe comment, mais dans les contextes congolais, c'est un peu ce que vous appelez technicien de support. OK? Technicien de support, je crois que c'est ça le terme, technicien de support. C'est-à-dire quelqu'un... Ou alors chez Vodacom, helpdesk. Helpdesk, oh là, helpdesk aussi, bon, je ne sais pas c'est quoi la description de helpdesk chez Vodacom, parce qu'il y a des entreprises qui ont le helpdesk, son rôle, c'est seulement prendre l'appel, ouvrir un ticket et assigner un technicien, il se limite là. Il y a des entreprises qui appellent helpdesk celui-là. Mais il y a d'autres entreprises où l'helpdesk, c'est celui qui reçoit les tickets par appel ou par email ou par chat, qui résout les problèmes au niveau bas,
c'est-à-dire il est ingénieur au niveau 1, il résout les problèmes au niveau bas. S'il n'arrive pas, il remonte au niveau élevé. Il y a des entreprises qui disent aussi helpdesk, c'est celui-là. Mais le desktop support, c'est quelqu'un qui fait le support parce qu'on sait que dans une architecture client-serveur, il y a le serveur d'un côté et il y a le client de l'autre côté. Le desktop support, il fait le support de toutes les pannes qui arrivent au niveau client. OK? Pas seulement du desktop comme PC, mais quand je dis client, c'est-à-dire, mais il peut aussi aller à toucher des switches et autres juste pour essayer de fixer les problèmes, mais il s'occupe à tous les problèmes qui interviennent sur les clients. OK. Voilà. OK. Mais il y a une question qui m'est posée encore en privé. C'est que il y a une question qui m'est posée encore en privé juste maintenant là. C'est que à quand la formation sur les MSP? Et puis, il y a une autre question encore. Est-ce qu'on peut prendre votre définition sur les desktop supports qui peut s'appliquer ici en Afrique ou pas? OK. Alors, il sera très difficile de... Allez-y. Il y a quelqu'un qui parlait? OK, ça va. Alors, je disais, il sera difficile de standardiser le concept parce que ça dépend d'une entreprise à une autre, comme je disais. OK? Je prends le cas. J'ai été à la commission électorale au Congo. J'étais à technical support, technicien de support. OK? J'ai aussi été technical support pour une entreprise ici aux États-Unis. Déjà, c'est le même poste, mais la description du travail était totalement différente. Et j'ai été support ingénieur dans une entreprise. Support ingénieur, normalement, c'est ce qu'on appelle ailleurs technical support. Mais dans l'entreprise Expedia, ici en Amérique où j'étais, mon rôle n'allait pas au-delà de toucher les serveurs. Si j'entrais dans un serveur, c'était juste pour peut-être reset les mots de passe, changer de groupe, tout ça. Je n'allais pas au-delà. Mais dans l'autre entreprise où je vais pour la même fonction, on te donne accès au serveur, on te donne accès au pare-feu, tu fais toutes ces choses-là. Donc, standardiser, c'est l'entreprise qui publie l'offre qui standardise. Mais en termes simples, moi, ce que j'aimerais dire, lorsque tu estimes que tu es technicien de support, qu'on appelle desktop support ailleurs, ne te limite pas, si par exemple, je me dis, bon, desktop support, ne te limite pas seulement à maîtriser le desktop. Cherche à aller au-delà parce que tu peux être desktop de support dans une entreprise où tu n'as pas accès au parfait au serveur, mais on t'engage dans une autre entreprise où tu as le même rôle, mais on te donne accès un peu au-delà de ce que tu fais. On te dit, bon, chez nous, tu es desktop support, mais tu dois aussi être webmaster. Tu dois aussi être quelqu'un qui installe et qui touche au serveur. Mais tu es desktop support. Donc, vous voyez? Donc, c'est ce que je dis. Merci beaucoup. Mais oui. Si je comprends bien, c'est que les desktop support dépend aussi des entreprises ou des entités ou des pays. C'est ça? Oui, comme je l'ai dit au début, même l'administrateur système, ça dépend de l'entité qui publie les offres et du pays. Il y a... Quelqu'un voulait parler là? Bethany, Cédric. Oui, allez-y. Oui, le desktop support, tout là, je peux dire que ça dépend du pays. Parce que ici, chez nous en Angola, on parle que des IT. Tu peux être administrateur système, administrateur réseau, helpdesk, tout ça, nous, on parle que des IT. Tu peux être technicien de BTS, tout ça, nous, on parle que des IT. Il n'y a pas d'autre mot que IT. Et dans ce cas, on confirme ce que l'ingénieur Bethany vient de dire, ça dépend. C'est évident. OK. Et voilà pourquoi ce que je conseille à certains qui nous suivent, qui sont ailleurs, peut-être vous avez dépassé des pays, ça m'est aussi arrivé. Moi, quand j'ai quitté le Congo, j'étais administrateur système et réseau. Quand j'ai quitté le Congo, c'est ce que j'étais. J'arrive aux États-Unis, je mets mon CV en ligne en tant qu'administrateur réseau et système. Mais lorsque je commence à tomber sur les job descriptions de tout ce qui est administrateur système et réseau, j'ai compris que non, ce qu'on m'appelait administrateur système et réseau au Congo, ici, c'était ça qu'on appelle technicien de support. Toi-même, tu regardes les job descriptions et tu dis non, je dois
je dois redescendre carrément la fonction. C'est pourquoi je dis ça dépend aussi même des offres qui sont publiées. Alors, Oui. lorsque un ingénieur, lorsque tu publies, tu veux appliquer à une position, tu vas regarder qu'est-ce qu'on a demandé par rapport à ta compétence et puis tu ajustes dans ce sens-là. Alors, Shadi, Oui. je crois que... Nous avons une dernière question. OK, allez-y. Ingénieur Bethany, j'aimerais que l'ingénieur Bethany nous donne un aperçu sur l'infrastructure hybride. Il doit être clair. Qu'est-ce qu'une infrastructure hybride par rapport à quoi, à quel niveau? J'espère qu'il entend. S'il peut répondre rapidement. Qui a posé la question? Monsieur David Bizimungu. Okay. S'il vous plaît, prière de parler, prière d'écrire ou de parler afin que nous puissions clôturer. Merci. Yeah. Parce que lorsqu'il parle d'infrastructure hybride, déjà dans les concepts informatiques, je connais l'infrastructure hybride au niveau des RDS, par exemple, où vous avez le client léger, vous avez les clients lourds, et puis vous pouvez faire un déploiement hybride qui prend en compte les clients qui sont légers et clients lourds. Oui, il vient de répondre. Il dit si on veut des services sur le cloud et maintenir aussi une infrastructure on-premise, particulièrement sur les solutions Microsoft. C'est ce qu'il a dit. OK, il est en train de parler du côté des clouds. Oui, voilà. Il y a ce qu'on appelle le cloud privé, il y a ce qu'on appelle le cloud public. OK? Le cloud privé, c'est quoi? Je suis une très grande entreprise, je ne vais pas souscrire tout mon service IT à l'extérieur, mais je veux le faire fonctionner en cloud, un cloud qui soit totalement privé à moi, qui n'est pas ouvert. Je peux aller vers un cloud privé comme ça. Et puis, si je me dis, bon, il y a des services comme, je me dis, bon, pour la gestion de ma comptabilité, je vais m'appuyer sur QuickBooks, mais qui sera dans un cloud public. J'associe les deux, on va dire que c'est une infrastructure hybride. Mais à part ça aussi, tu peux, comme il est en train de le dire là, on fait l'hybride lorsqu'il te dit, bon, je veux avoir, par rapport à ce que mon entreprise fait, je me rends compte qu'il y a des données ou des services très confidentiels. Je ne fais pas confiance au cloud. Je me dis, ça vraiment, je veux que ça reste en local, en entreprise, en local, à l'interne. Je peux construire une infrastructure hybride comme ça où d'autres services sont sur le cloud, mais ces services-là importants, je le laisse en interne. Là, on va parler d'une infrastructure hybride. Donc, ça dépend. Parce que c'est vrai, on peut parler de tout ce qu'on a dit ici, les clouds et autres, mais il y a d'autres choses. Moi, je me dis, par exemple, le gouvernement d'un pays, nos pays qui sont en Afrique, peut-être que dans certains aspects, il n'y a pas encore un très grand développement informatique, mais je ne peux pas aussi accepter qu'on se dise, OK, tous les ministères du Bénin, par exemple, on veut que tous les services soient sur les serveurs qui sont en cloud ou on envoie tout sur le cloud dans un pays étranger. Sur le plan fonctionnel, c'est un avantage, c'est bien. Mais sur le plan sécurité du pays, parce que vous devez comprendre que je ne vois pas, par exemple, un gouvernement américain vouloir prendre des informations sur Microsoft et Microsoft refuser. Ils peuvent vous dire qu'ils ne peuvent pas donner, mais je ne les vois pas s'opposer. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi je nous dis aussi qu'on veut le développement, c'est une bonne chose, mais on doit aussi nous développer nous-mêmes pour être en mesure de faire des choses propres à nous. Je vois des gens crier, on veut l'indépendance, on veut ne pas être sous les autres. De l'autre côté, nous crions, on veut nous informatiser, c'est ça le développement, c'est bien. Mais lorsqu'on s'informatise, en faisant déployer les technologies par des étrangers. 2, en utilisant les technologies des étrangers, est-ce que vous vous voyez fort par rapport à ces gens-là? Je ne pense pas. OK. Donc, ingénieur Bethany, s'il vous plaît, prière de partager l'écran sur vos contacts parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent sur vos contacts avant que nous puissions continuer. Vous avez dit clôturer ou continuer? Oui, clôturer. OK. Clôturer. Bon, à tous ceux qui nous suivent, je sais qu'on aimerait avoir beaucoup de temps d'échange comme ça. Oui, on en aura toujours. Ça, vraiment, ne vous souciez pas. On en aura régulièrement. C'est important. Alors, attendez, je partage. C'est visible là, sur l'écran maintenant? Pas encore. Non. Rien. Jusque-là, pas encore. Toujours pas?
Ça va Oui, maintenant? ça. Oui, je tiens à remercier tous les participants qui ont donné leur temps. Je sais qu'il y a des cadres des grandes entreprises en RDC, en Angola, au Bénin et également au Cameroun qui nous ont donné leur temps pour nous écouter. C'est quelque chose vraiment à reconnaître et à remercier. Et il y a les contacts qui sont là. Ici à Kinshasa, nous sommes à Kinshasa, Gombe, sur le rond-point Forescom, en face de la chaîne de Jean-Pierre Bemba, CCTV, immeuble Les Palmiers, premier niveau local 9. Et si vous avez de quoi noter, mon numéro, les managers de Shady Corporation ici à Kinshasa, c'est les 0 81 97 87 583. 0 81 97 87 583. Vous pouvez me contacter, passer au bureau. Quant à la formation sur les MSP, si vous contactez soit l'ingénieur Bétani, soit le numéro 0 81 97 87 583, on pourra nous organiser pour faire également une formation en ligne sur les MSP. Voilà, je vous remercie. Le code du pays, c'est 0243, le code du pays. Plus 240, 00243. OK. 97. 00243. OK. 97 87 583. Ça va? Ça va. Oui, 00243 97 87 583. Nous avons également notre site internet. Si vous allez si vous allez voir les discussions, je viens d'envoyer ça pour tout le monde. J'ai envoyé, ça c'est notre site internet sur lequel figurent toutes les formations que nous organisons ici à Kinshasa. Vous pouvez juste visiter notre site internet, il y a tous les contacts. www.corporation.com. C'est notre site internet. Vous pouvez facilement nous contacter pour bénéficier de la formation sur les MSP, pour ne pas perdre bien sûr vos postes en entreprise, que ce soit public ou privé. Oui, mais c'est de la discussion. Ok, alors, Shadi, une dernière chose. Oui. Ceux qui nous suivent juste au-dessus du lien où Shadi a envoyé le site web, j'ai mis un nom YouTube, j'ai écrit YouTube Mashwa Salama. Je vais mettre la vidéo là-bas dans 4 heures et je vais aussi envoyer le lien de la vidéo à Shady Corporation. Ils pourront aussi partager à ceux qui en veulent le lien de ce webinaire. OK. En tout cas, merci beaucoup Shady et merci à tous les participants. On aura des séances comme ça régulièrement pour nous partager les informations. Merci beaucoup. C'est ce que j'allais dire, ce n'est pas la dernière, ça viendra encore. Merci. Merci à tous. On entendra. Merci. Okay.